Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite review de la saison 4 de Wakfu, l'épisode 11. Un épisode de plus de transition, je dirais. On est plus dans un épisode où on rassemble ses forces pour se préparer à la grosse bataille qui va avoir lieu probablement dans les 2 derniers épisodes. On retrouve Ruel qui a retrouvé Harpagon, qui a donc fait construire tout un espèce de petit camp, un petit village avec une école, avec un hôpital, avec un orphelinat, bref, plein de trucs pour accueillir les réfugiés des différentes régions. Ruel qui, malgré tout ce qu'il peut penser par rapport à son argent, il voit bien que les gens en ont besoin. Et donc il décide d'abandonner sa traque d'Harpagon. Il voit bien qu'elle est heureuse en plus. Autant qu'elle peut l'être avec la situation, bien évidemment. Et il décide plus ou moins, du coup, de repartir à zéro avec Kamasutar, en déterrant un premier Kama qui sera le début d'une nouvelle fortune. On espère pour lui. S'il ne meurt pas avant la fin de cette saison, mon Dieu, me tuez pas, Ruel. Et personne ne l'a compris. D'un côté, je dis oui, parce que je suis là pour le drama. Et mon pauvre petit cœur va être profondément blessé si ça arrive. Donc voilà. Donc Hugo vient chercher Ruel, lui dit qu'il a besoin, lui explique vaguement qu'il a un petit peu changé, et Ruel, du coup, se défoule un petit peu sur Hugo. Il lâche toute sa tristesse, tout son désespoir, toute sa frustration sur Hugo. Il lui dit que c'est lui qui avait besoin de lui depuis le début. Et c'est un truc qui a été un petit peu développé dans cette saison, mais qui pour moi n'a pas été particulièrement mis en avant dans Wakfu en général. C'est ce côté Ruel qui est un petit peu le papa ou le tonton de Hugo. C'était un petit peu mis en avant par rapport à... Comment il s'appelle le papa de Hugo. Alibert. Et renforcé par les paroles d'Harpagon. Mais c'est vrai que c'est pas particulièrement un thème que j'ai particulièrement senti, quoi. Le fait que Hugo avait besoin d'une figure parentale dans sa vie, quoi. Et que ça aurait été Ruel. Donc bon, pourquoi pas, moi je pense personnellement plutôt que quand il dit ça à Hugo, en fait c'est comme s'il parlait à Harpagon, mais qu'il oserait pas le dire à Harpagon directement. Donc voilà, Hugo récupère Ruel, et Kamasutar décide ensuite d'aller voir Tristopin. Et alors, mais c'est la dépression chez les Perceval. Waouh, depuis que Flopin il est parti, alors Évangéline et Pimpin ils s'en remettent pas. Ah, c'est la dépression totale. Et Lélie, elle est plus à taper sur des trucs, mais Pimpin il est vraiment déprimé au possible, et Évangéline avec, quoi. Et même Pain, du coup, il est tout triste de pas avoir son grand frère. Donc du coup, je ne sais pas du tout si on reverra Flopin pour cette fin de saison. Parce que pour les deux derniers épisodes, j'ai pas l'impression qu'il aurait pu apprendre grand chose pour être vraiment utile. Donc peut-être qu'on ne reverra pas Flopin. Ce qui serait dommage, c'est quand même la fin du monde. Ce serait bien d'avoir un assassin particulièrement doué. Mais bon, on verra bien. Et ouais, voilà, c'est la dépression chez les Perceval jusqu'à ce que Hugo arrive. Et où là, ils sont en mode « Ah super, faut qu'on tape sur un truc !» Et évidemment, du coup, ils confondent Hugo avec Oropo, puisqu'ils ne sont pas du tout au courant de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans le Nécromonde pour Hugo. Il nous explique du coup qu'il a réellement du coup perdu plusieurs années de vie. Donc c'est vraiment ça en fait. Il a perdu de la vie, donc c'est comme s'il avait grandi d'un coup. Pourquoi pas? Et donc c'est très drôle parce qu'il essaie de dire non mais c'est moi, c'est Hugo, c'est. Et puis vous voyez bien, je suis venue avec Ruel. Pas... Et pour une fois, ces abrutis sont intelligents. Sauf que du coup ils se trompent. Pas qu'ils se disent ouais c'est ça, tu ressembles exactement à Oropo, que ce soit dans l'apparence ou dans les vêtements. On va croire que t'es Hugo, Hugo c'est un petit nabo avec une tête de gamin. Il y a un truc qui colle pas vraiment dans ce que tu racontes. Nonobstant le fait que Oropo s'est fait péter à la fin de la saison 3, c'est pas grave. On peut leur demander que ce soit parfait. Et notamment Ellie qui lui dit « Ah non, mais ouais, tu dis que c'est Ruel, mais non, mais on sait que c'est Sifo et tout. » Parce que Sifo, donc on se rappelle, c'était le membre de la fratrie qui était très proche de Dameko et qui pouvait prendre l'apparence des autres personnages. C'est ce qu'il avait fait du coup. Enfin oui, je viens d'y penser, mais c'est littéralement ce qu'il avait fait en saison 3 en fait. Il avait pris l'apparence de Ruel à un moment. Et il avait pris également l'apparence
de Joris dans les OAV. Je crois que c'était à peu près tout. Donc voilà, ils savent qu'il y a 6 fois qu'ils peuvent faire un truc. Mais ouais, non, apparemment, ils sont pas au courant, les personnels, que tout s'est calmé de ce côté-là. Je trouve qu'ils sont un peu bébêtes. En même temps, 3 yop de la partie, plus pain maintenant qui va se rajouter. J'ai beaucoup de peine pour Evangeline, vraiment. Mais donc du coup, Evangeline a fini quand même par calmer le jeu. Elle a dit, non mais voyez, merci Hugo, arrêtez de faire les abrutis. Tout ça, de ça. Petite scène très touchante avec Evangeline et Hugo notamment. Evangeline qui se rend bien compte qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé au niveau de son physique. Un geste assez tendre, qui fait très maman du coup, mais aussi grande sœur quelque part. Et j'ai pas souvenir si la relation Hugo-Evangeline était particulièrement développée dans ce sens-là. Mais clairement, ils auraient pas chacun, ils seraient pas chacun maqués. En vrai, cette scène-là, elle fait très scène de ship, hein. Evangeline Hugo dans un autre univers, pourquoi pas, hein. Ça pourrait être très intéressant. Et puis, ils ont ce côté un peu plus, pas forcément mature, mais un peu plus intelligent que les deux autres, quelque part. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, ils pourraient bien matcher ensemble. Mais bon, Evangeline, elle a déjà 3 gosses avec Tristopin, donc voilà. Et Hugo, il essaye de, il essaye de pouvoir être digne d'Amalia depuis 2 saisons. Ce serait peut-être bien qu'il se passe enfin quelque chose quand même. Et donc voilà, donc il explique un petit peu ce qui s'est passé, notamment il nous dévoile donc une information qu'effectivement il nous manquait, c'est que donc le Nécromonde c'était effectivement une autre planète, littéralement. Ce qui explique, je suppose, que Ephraim et Nora aient pu lui tomber dessus en voyageant un petit peu à travers les étoiles. Dans l'idée, pourquoi pas. Et qu'on a donc effectivement 6 autres Dofus totalement différents de ceux qu'on connaissait jusqu'ici. Avec un autre dragon. Ce qui n'est pas déconnant encore une fois, puisqu'on sait que les héliotropes et les dragons, ils voyagent dans le cosmos, donc c'est pas foncièrement déconnant. Mais c'est des informations qui sont toujours sympathiques à avoir. Voilà. Et puis après, du coup, on revient plus ou moins sur le royaume Célida. Donc on a Tauros qui envahit Brakmar. Et c'est vrai que sur le coup, j'y avais pas pensé. J'avais vu de la lave et tout ça, je me dis oui, ça doit être le royaume Célida. Sans trop réaliser que c'était pas très 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 logique. En fait, c'était à Brakmar. Et en fait, Tauros arrive à puiser, j'imagine, l'énergie de la Terre, en tout cas de l'énergie de cristaux qu'il y a dans les environs. Et en fait, il réveille plus ou moins l'énergie volcanique qu'il y a sous Brakmar. Au point où il pète quelques maisons et qu'il y a probablement quelques personnes qui sont mortes. D'autant qu'on coupe au noir à la fin de cette séquence-là. Donc, est-ce que Brakmar a été anéanti? On ne sait pas. Pour le coup, on ne sait pas du tout. Alors, autant le souverain, ça ne me dérange pas. Les souverains, globalement, s'ils peuvent crever, c'est pas un problème. Mais c'est plus que je me demande, il est où Lacrasse, notre joueur de foot favori? Il me semble qu'il était de Brakmar. Je crois. Il me semble que dans les 2 épisodes de football de la saison 1, c'était Brakmar contre Manta, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et puis, voilà, Brakmar et Manta étant les deux. Bref. Et du coup, Tauros, tout seul, sans trop de difficultés, arrive à. Bon, pas envahir Brakmar, mais. Ouais, il s'installe, il est bien. Il demande à ce qu'on leur envoie ses champions, mais au final, ils n'ont pas grand monde à lui proposer, quoi. Logique. Derrière ça, donc il revient un petit peu dans le nécromonde voir ses nécromes. Et il leur dit non, écoutez, c'est un monde de faibles, donc bon, je pense qu'on va plutôt bien s'en tirer, hein. Vous savez quoi, on va d'abord aller attaquer les Salidas, comme ça ce sera fait. Et il nous révèle notamment qu'effectivement, donc parmi les nécromes, il y a différentes races de personnages. Il mentionne des Salidas, du coup, et il leur dit écoutez, je vous réserve l'arbre de vie, vous pourrez le bouffer, il n'y a pas de problème, c'est pour vous, c'est des anciens Salidas, donc allez-y. On a également des sacrieurs et des strams. Il me semble que les sacrieurs vont aider les Salidas. Et on a les strams qui seront plus en soutien. Ou l'inverse, mais voilà, il y a deux, trois races qui sont données comme ça. C'est toujours sympathique pour le lore de Wakfu. J'avoue que quand on n'a pas joué au jeu, quand on s'en saigne pas particulièrement, pouvoir donner la définition des différents
différentes races, faut vraiment avoir le truc devant, quoi. Donc voilà. Et ensuite, du coup, on retourne sur le royaume Salida avec Armand, qui... J'ai vraiment de la peine pour Armand. Il vient tout juste de devenir roi. Il doit se taper une invasion pire qu'à l'époque de Nox. Pourtant, c'était quelque chose à l'époque de Nox. Et pour le coup, les Necrons sont plus dangereux. Ce qui est vachement dommage, vachement triste, parce que du coup, c'est avec du recul, tu te dis vraiment, mais Nox, ça fait 200 ans qu'il arpente le monde. Et t'as l'impression qu'il a quasiment rien fait, quoi. C'est vraiment dommage. Mais voilà, donc, Armand qui doute beaucoup de ses décisions. Amalia qui demande au père de sa fiancée, de sa femme, d'aller chercher des renforts. Et lui de dire à sa fille, écoutez, il n'y a personne qui va venir vous aider. Si jamais tu sens que ça chauffe, fuis ma fille et retourne à la maison parce que on s'en fout, c'est pas le problème. C'est pas notre problème. Voilà, voilà. On a du coup toute la petite équipe qui débarque devant la grande déesse Eliatrope et qui leur dit non, non, mais on va se battre. Et la grande déesse est là, non mais vous êtes tarés, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, ce n'est pas possible de battre les Necrons. Donc clairement, on sent que la grande déesse, le trauma, il est profond. Alors, je dis pas forcément qu'elle est mauvaise. Là, pour le coup, effectivement, mon avis a un petit peu changé. On m'a prouvé qu'a priori, elle est pas mauvaise en soi. C'est clairement pas une bonne figure d'autorité, je trouve. Parce qu'elle était vraiment... Et Hugo résume ça très bien. Enfin, Hugo et Armand résument ça très bien, quoi. Armand, il est en mode, oui, non, mais il faut venir nous aider. Mais c'est vous qui avez foutu le feu, en fait, à la base. On vous avait rien demandé. Et Hugo de dire, non, mais effectivement, vous avez plutôt raison, on se débrouillait très bien avant toi pour protéger le monde. Si t'as décidé de rien faire et de fuir, bah écoute, nous on va rester. Et du coup, on a plusieurs Zélatropes qui décident de rester. La petite garde rapprochée de Nora, en fait, qu'on avait déjà vue, qui techniquement ont tout l'air d'être encore des gosses, donc je vois pas très bien pourquoi est-ce qu'elle garde toujours les enfants Eliatrope dans ses cheveux. Voilà, pour le coup, allez savoir. Suite à ça, elle leur fait un petit bouclier pour les protéger, pour leur dire, bah écoutez, je peux vraiment vous faire gagner un petit peu de temps, mais moi je me casse avec mes gosses, parce que c'est mon devoir de les protéger, machin, machin. Et donc elle se tire à travers un portail. Voilà. Fin de l'histoire de la grande déesse Eliatrope pour le moment. Peut-être, peut-être pas. Il reste 2 épisodes, on verra bien. Et du coup, on a petite réunion entre Amalia et Hugo. Voilà, Hugo qui est enfin devenu un homme, plus ou moins digne de son âge. Forcément, Amalia, elle est plutôt contente, on va dire. Ils ont même failli s'embrasser à un moment, mais encore une fois, comme d'habitude, Hugo... il demande, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? D'un côté, c'est pas le moment, donc je comprends. Amalia, c'est vraiment pas le moment de s'embrasser. Mais c'est vraiment, elle est en mode, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, bah maintenant, Amalia, on va se battre. Ok, très bien, j'imagine que les réjouissances se passeront après. Soit. Donc bon. Voilà, voilà. C'est à peu près tout ce qui se passe dans cet épisode. Il se passe pas grand chose, c'est vraiment plus de la transition, c'est plus on regroupe l'équipe. Petit moment mignon d'ailleurs entre Adamaï et Hugo Adamaï qui dit il y a quelque chose qui a changé, je vois pas quoi. Donc bon. Et Hugo qui apprend que Nora a disparu, que voilà, voilà. D'ailleurs, on se demande où est Ogrest. Enfin, personnellement, je me demande, ça vient de me venir en tête là, mais où sont Ogrest et Otomaï? Non, parce que je pense qu'ils pourraient être plutôt utiles, quand même. Bon, certes, Ogrest n'a plus les Dofus, mais quand même. Donc bon, probablement ils sont pas là, donc c'est pas grave. On peut pas voir tout le monde non plus, hein, c'est pas le but. Le fanservice pour le fanservice, ça sert à rien, mais c'est dommage. C'est une occasion manquée, je trouve. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus, donc prochain épisode et probablement les 2 prochains épisodes, hein, ça va être la guerre. Puis, bon, on espère qu'ils vont s'en tirer. Ce serait bien. Allez, sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 13. Portez-vous bien. Bye!